Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous vous réveillez au milieu d'une salle de cinéma immense, plongée dans le noir complet. L'écran est déjà allumé, le film a commencé depuis longtemps. Vous essayez de comprendre l'intrigue, vous regardez les visages des acteurs, vous écoutez les dialogues. Mais il vous manque les 20 premières minutes. Ces 20 premières minutes qui expliquent qui sont les héros, pourquoi ils se battent et comment ils en sont arrivés là. Ce sentiment de confusion, de manque, de vertige, c'est exactement ce que nous vivons en tant qu'espèce. Notre histoire, celle que l'on nous enseigne dans les manuels scolaires, avec ses pyramides, ses empires romains et ses révolutions industrielles, n'est en réalité que le générique de fin d'un film dont nous avons perdu la bobine originale. Nous avons cette habitude étrange, presque arrogante, de croire que l'aventure humaine a commencé il y a environ 6000 ans, au moment où la première plume de roseau a tracé des signes sur de l'argile en Mésopotamie. Mais si je vous disais que nous avons été, nous-mêmes, des Homo sapiens avec le même cerveau, les mêmes capacités émotionnelles, les mêmes mains capables de sculpter et de créer pendant plus de 300 000 ans avant cela? Que s'est-il passé pendant les 98% restants de notre existence? Sommes-nous vraiment restés des primitifs errants, tapis dans l'ombre des cavernes, attendant patiemment que l'agriculture tombe du ciel comme par miracle? Ou bien sommes-nous les héritiers d'une amnésie collective si profonde qu'elle a effacé des millénaires de gloire, de tragédie et de génie? C'est une pensée qui donne le frisson, n'est-ce pas? Cette sensation que sous nos pieds, sous les couches de sédiments et de poussière, dorment des chapitres entiers de notre propre biographie que nous sommes incapables de lire. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Sans ce lien qui nous unit à travers le temps et l'espace, car ce soir, nous allons tenter de percer le voile de cette nuit des temps. Le problème de notre chronologie officielle, c'est qu'elle ressemble à une ligne droite tracée trop proprement sur un tableau blanc. On nous dit que tout commence avec la sédentarisation, mais la Terre est une bibliothèque dont on a arraché presque toutes les pages, ne nous laissant que les 3 dernières pour essayer de deviner le début de l'intrigue. Pourquoi notre histoire commence-t-elle si tard? Pourquoi ce décalage immense entre l'apparition de notre intelligence et l'émergence de ce que nous appelons la civilisation? Regardez vos mains. Elles sont identiques à celles de vos ancêtres d'il y a 50 000 ans. Ces mains auraient pu tenir un smartphone, piloter un avion ou composer une symphonie. Pourtant, on nous demande de croire que pendant des centaines de générations, ces mains n'ont fait que tailler des silex et cueillir des baies. Il y a une dissonance émotionnelle dans ce récit. Nous ressentons au plus profond de notre ADN que nous venons de plus loin, que notre héritage est plus ancien et plus complexe que ce que les dates sèches du néolithique veulent bien nous suggérer. Nous sommes une espèce amnésique, une espèce qui a oublié son enfance et qui se réveille brusquement à l'âge adulte en se demandant pourquoi elle a des cicatrices sur le corps et des rêves de cités englouties dans la tête. Chaque fois qu'une pelle de l'archéologue s'enfonce un peu plus profondément que prévu, elle remonte des anomalies, des structures comme Göbekli Tepe en Turquie qui défient toute logique historique. Des monuments qui n'auraient pas dû exister à une époque où l'homme était censé être un simple chasseur-cueilleur nomade. Ces pierres nous crient que nous nous trompons de calendrier. Elles nous murmurent que notre histoire ne commence pas trop tard par hasard, mais parce que quelque chose, un événement d'une violence inouïe, a appuyé sur le bouton reset de l'humanité. Imaginez la tristesse d'un peuple qui perd tout, son chant, ses lois, ses cartes du ciel. Imaginez la douleur de ceux qui ont survécu à la fin d'un monde, obligés de repartir de zéro, de redécouvrir le feu alors qu'ils connaissaient peut-être les étoiles. C'est cette mélancolie primordiale que nous allons explorer. Nous allons descendre dans les abysses du temps, là où les mythes rejoignent la géologie, pour comprendre pourquoi nous avons été condamnés à oublier qui nous étions vraiment. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va changer votre regard sur chaque ruine, chaque légende et chaque seconde qui s'écoule. Notre voyage commence maintenant dans les zones d'ombre de la préhistoire, là où la lumière de la raison n'ose pas encore s'aventurer. Si vous voulez comprendre pourquoi notre histoire semble commencer brusquement il y a 6000 ou 10 000 ans, il ne faut pas regarder les livres de sociologie, mais les cicatrices de la Terre elle-même. Imaginez un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre.
un monde où d'immenses calottes glaciaires, hautes de 2 km, recouvraient tout le nord de l'Europe et de l'Amérique. C'était l'ère glaciaire, une période de stabilité froide qui a duré des dizaines de milliers d'années. Et puis, en un clin d'œil géologique, tout a basculé. Entre moins 12 800 et moins 11 600 ans avant notre ère, la planète a subi une convulsion d'une violence inimaginable. Les scientifiques appellent cette période le Dryas récent. C'est le moment où le film de l'humanité a été coupé net par un incendie dans la cabine de projection. Pendant longtemps, on a cru que la fonte des glaces avait été un processus lent, paisible, une sorte de printemps s'étalant sur des millénaires. Mais les carottages de glace au Groenland et les sédiments marins racontent une toute autre histoire. Ils racontent une chute de température brutale suivie d'un réchauffement fulgurant en moins d'une décennie. Imaginez l'impact sur une civilisation, même avancée. Si demain le niveau de la mer montait de 60 mètres en quelques années, que resterait-il de nous ? Toutes nos grandes métropoles, New York, Londres, Tokyo, Shanghai, Paris, sont situées sur les côtes ou le long de grands fleuves. Si les eaux montent, nos serveurs informatiques grillent, nos bibliothèques sont noyées, nos archives se décomposent. En quelques siècles, la jungle ou le désert reprendraient leurs droits et il ne resterait de notre technologie que des amas de métaux rouillés et de plastique que les archéologues du futur prendraient pour des curiosités rituelles. C'est exactement ce qui est arrivé à ceux qui étaient là avant. L'hypothèse de l'impact cométaire, de plus en plus documentée par des chercheurs comme James Kennett ou Graham Hancock, suggère qu'une comète fragmentée aurait frappé la calotte glaciaire nord-américaine il y a 12 800 ans. La chaleur de l'impact aurait vaporisé des millions de kilomètres cubes de glace instantanément. Ce ne fut pas une pluie torrentielle, ce fut un mur d'eau, une onde de choc liquide dévalant les continents. C'est le Meltwater Pulse 1b, une montée des eaux si rapide qu'elle a redessiné les cartes du monde. Des ponts terrestres ont disparu, des îles ont été englouties et avec elles, toutes les preuves d'une présence humaine côtière. Pourquoi notre histoire commence-t-elle trop tard ? Parce que nous cherchons nos racines au sommet des collines, alors que nos véritables origines dorment peut-être à 100 mètres sous la surface de l'océan, dans le plateau continental. Avant la fin de l'ère glaciaire, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Cela représente des millions de kilomètres carrés de terre fertile et tempérée, l'endroit idéal pour établir une civilisation, qui sont aujourd'hui inaccessibles. Nous sommes comme des gens qui essaieraient d'écrire une histoire en ne regardant que ce qu'il y a au grenier, parce que le rez-de-chaussée est inondé. Le traumatisme de cet événement a été si profond qu'il a été gravé dans la mémoire de chaque peuple sur Terre. Il n'existe pratiquement aucune culture, des Andes à l'Himalaya, des aborigènes d'Australie aux tribus amérindiennes, qui ne possède pas son propre mythe du déluge. Noé n'est qu'un nom parmi des centaines, Utnapishtim chez les Sumériens, Manu en Inde ou Deucalion en Grèce. Ce n'est pas une coïncidence poétique, c'est un rapport d'incident, c'est le témoignage des survivants qui ont vu leur monde s'effondrer. Ils ont décrit des cieux en feu, des eaux s'élevant comme des montagnes et une obscurité persistante. Ceux qui ont survécu à ce chaos n'étaient plus des conquérants, c'étaient des réfugiés. Des gens qui possédaient encore des fragments de savoir, comment calculer la position des étoiles, comment ériger des pierres, comment planter des semences, mais qui n'avaient plus les ressources pour reconstruire une civilisation industrielle ou complexe. Ils sont devenus ce que j'appelle les missionnaires de civilisation. Ils ont parcouru un monde dévasté pour transmettre ce qu'il restait de leur science à des populations plus primitives qui n'avaient pas été aussi durement touchées. Voilà pourquoi, aux quatre coins du globe, nous voyons apparaître ces figures de dieux civilisateurs, comme Quetzalcoatl, Viracoas ou Oannes, qui sortent de la mer ou descendent des montagnes pour enseigner l'écriture et l'agriculture. Ces dieux n'étaient pas des extraterrestres, c'étaient les derniers représentants d'une ère disparue, les gardiens d'une histoire qui s'éteignait. Et c'est là que réside la tragédie de notre condition humaine. Nous avons commencé à réécrire notre histoire quand nous avons enfin retrouvé une forme de stabilité vers 3500 avant notre ère, mais nous l'avons fait sur les cendres d'un incendie que nous ne comprenions plus.
Nous avons pris les survivants pour des dieux et leurs outils pour de la magie. Nous avons oublié que nous étions leurs égaux. Regardez le sphinx de Gizeh. De plus en plus de géologues, comme Robert Schoch, soulignent que l'érosion sur le corps du monument n'est pas due au vent et au sable, mais à des pluies torrentielles massives. Des pluies qui n'ont pas existé en Égypte depuis des millénaires avant les pharaons. Le sphinx pourrait avoir 10 000 ou 12 000 ans. Il pourrait être la sentinelle de ce monde avant le déluge, un marqueur temporel que nous avons mal lu parce que nous avons peur de ce qu'il implique. Car si une civilisation a pu disparaître totalement, cela signifie que la nôtre le peut aussi. Cela signifie que le temps n'est pas un allié, mais un prédateur qui dévore les traces de nos exploits. Nous vivons dans une parenthèse de calme climatique, une anomalie de quelques millénaires qui nous a permis de croire que nous étions les maîtres de la Terre. Mais le fantôme du Dryas récent hante nos archives. Il explique pourquoi, entre l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Sumer, il semble y avoir un vide, un trou noir. Ce n'est pas que rien n'est passé, c'est que tout ce qui s'est passé a été broyé par les glaces et lavé par les eaux. Notre histoire commence tard parce que nous sommes les enfants d'un redémarrage forcé. Nous sommes les héritiers d'une lignée de survivants qui devaient tout réapprendre alors qu'ils portaient encore dans leur champ la mélancolie d'un paradis perdu qui n'était pas un jardin mythique, mais une réalité géographique et technique. Comment expliquer que des hommes que nous qualifions de primitifs possédaient une connaissance du cosmos plus précise que celle de nos savants de la Renaissance ? Si l'histoire est une ascension lente et laborieuse, comment se fait-il que les plus anciennes civilisations connues, les Sumériens, les Égyptiens de l'Ancien Empire, les Mayas, semblent avoir hérité dès leur naissance d'un bagage astronomique et mathématique complet, comme si on leur avait remis un manuel de l'univers avant même qu'ils apprennent à forger le fer. C'est ici que le mystère s'épaissit. Car si l'on regarde attentivement les traces qu'ils ont laissées, on s'aperçoit qu'ils ne découvraient pas le ciel, ils s'en souvenaient. Prenez le phénomène de la précession des équinoxes. Pour les non-initiés, c'est le lent balancement de l'axe de rotation de la Terre, un cycle immense qui dure environ 25 920 ans. C'est ce mouvement qui fait que, très lentement, les constellations du zodiaque se décalent à l'horizon. Pour mesurer ce changement, il faut des observations suivies sur des siècles, voire des millénaires. C'est une science de la très longue durée, une science qui nécessite une écriture, des archives et une stabilité sociale parfaite. Pourtant, ce chiffre de 25 920, ou ses multiples, apparaît partout dans les mythes anciens. On le retrouve dans le nombre de guerriers du Valhalla dans la mythologie nordique, dans les cycles de temps des textes védiques en Inde et même dans les dimensions de la Grande Pyramide. Pourquoi des peuples séparés par des océans et des millénaires partageaient-ils les mêmes codes numériques ? La réponse est vertigineuse, parce qu'ils puisaient tous à la même source. Une source qui existait bien avant le déluge, une civilisation de navigateurs et d'observateurs du ciel qui avait cartographié le monde et les étoiles bien avant que le premier pharaon ne monte sur son trône. Nous avons des preuves physiques de cette cartographie impossible. L'une des plus célèbres est la carte de Piri Reis, dessinée en 1513 par un amiral ottoman. Sur ce parchemin, on voit les côtes de l'Amérique du Sud et, plus incroyable encore, les contours de l'Antarctique tels qu'ils apparaissent sous la glace. Problème, l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820, et les relevés sismiques modernes confirment que les côtes dessinées sur cette carte correspondent à la topographie sous-glaciaire telle qu'elle était il y a plus de 10 000 ans, avant que la calotte glaciaire ne recouvre tout. Piri Reis lui-même écrivait dans ses notes qu'il s'était basé sur des cartes sources provenant de la bibliothèque d'Alexandrie, des documents antiques sauvés des flammes. Cela signifie qu'il y a des millénaires, quelqu'un possédait la technologie pour cartographier la planète entière avec une précision sphérique. Quelqu'un qui savait que la Terre était ronde, qui connaissait la longitude et qui avait vu l'Antarctique libre de ses glaces. Cette idée d'une science héritée explique pourquoi notre histoire commence trop tard. Elle commence au moment où l'on tente de compiler ce qui a survécu. Imaginez un monde post-apocalyptique où les survivants tentent de reconstruire une radio avec des pièces détachées sans comprendre l'électricité. Ils réussiraient peut-être à capter un signal, mais ils prendraient la voix qui en sort pour celle d'un dieu. C'est exactement ce qu'ont fait les premières civilisations historiques. Elles ont sacralisé la science de leurs ancêtres.
Elles ont construit des pyramides, non pas comme des tombeaux, mais comme des machines à mesurer le temps, des encres de mémoire destinées à ne plus jamais perdre le fil du calendrier cosmique. Regardez l'alignement des pyramides de Gizeh sur les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Ce n'est pas juste un alignement approximatif. Selon les calculs astronomiques utilisant des logiciels de rétrocalcul, la disposition des pyramides sur le sol égyptien correspond exactement à la position d'Orion dans le ciel à une date très précise, 10 500 avant Jésus-Christ. C'est la date de la fin du déluge, le Zep-Tépi des Égyptiens, qu'ils appelaient le premier temps. Pourquoi des bâtisseurs du temps des pharaons auraient-ils voulu marquer une date vieille de 8000 ans avant leur propre époque ? Parce qu'ils savaient que c'était là que tout avait basculé. Ils marquaient le point zéro de leur redémarrage. Nous avons été habitués à voir nos ancêtres comme des êtres superstitieux et ignorants, mais plus nous étudions leurs travaux, plus nous découvrons une rigueur mathématique qui nous dépasse. Les dimensions de la Grande Pyramide sont une projection mathématique de l'hémisphère nord de la Terre à l'échelle 1 sur 43 200, encore un chiffre lié à la précession. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un message codé dans la pierre, une capsule temporelle destinée à traverser les âges pour nous dire « nous savions ». Mais alors pourquoi ce savoir a-t-il été caché ? Pourquoi n'est-il pas resté au grand jour ? Sans doute parce que la connaissance est un pouvoir et que dans un monde de chaos et de reconstruction, ceux qui détenaient les secrets des étoiles et des cycles du temps sont devenus les premiers rois prêtres. Ils ont transformé la science en religion et l'astrologie en astrologie pour garder le contrôle sur des populations traumatisées par les colères de la Terre. L'histoire a commencé tard parce qu'elle a commencé par le secret. Elle a commencé par une élite qui gérait les restes d'un empire déchu en distillant les informations au compte-gouttes à travers des rituels et des mystères initiatiques. Chaque fois que vous regardez les étoiles, rappelez-vous que vos ancêtres lointains les regardaient avec les mêmes yeux, mais avec une compréhension peut-être plus vaste de la mécanique céleste. Ils ne se sentaient pas séparés de l'univers. Ils savaient que les cycles du ciel commandent les cycles de la vie sur Terre. Et ils savaient surtout que ce qui est arrivé une fois peut arriver à nouveau. Cette peur de la répétition du cataclysme est le moteur caché de toutes les grandes constructions de l'Antiquité. Ils ne bâtissaient pas pour la gloire, ils bâtissaient contre l'oubli. Ils bâtissaient pour que, la prochaine fois que les eaux monteraient ou que le ciel s'enflammerait, quelque chose de leur passage subsiste. Nous sommes les enfants de ce silence. Nous sommes ceux qui ont fini par oublier jusqu'à l'existence de ce message. Nous avons inventé nos propres outils, notre propre science, et nous nous croyons arrivés au sommet. Mais peut-être ne faisons-nous que redécouvrir péniblement des vérités qui étaient évidentes pour ceux qui marchaient sur cette terre il y a 15 000 ans. Pourquoi notre histoire commence trop tard ? Parce qu'il nous a fallu 10 000 ans de deuil pour oser à nouveau regarder le passé en face sans le déguiser en mythe ou un conte de fées. Le voile se lève, et derrière lui, ce n'est pas l'image d'un sauvage qui apparaît, mais celle d'un miroir. Si les preuves archéologiques peuvent être enfouies ou érodées, il existe une archive que personne ne peut brûler, notre ADN. Et lorsque les généticiens se penchent sur le passé de l'humanité, ils découvrent une anomalie terrifiante, un silence biologique qui fait écho au vide de nos livres d'histoire. Il y a environ 70 000 ans, mais surtout plus récemment, vers la fin de la dernière ère glaciaire, la diversité génétique humaine s'est effondrée. Nous avons frôlé l'extinction. Nous sommes tous les descendants d'un groupe de survivants si restreint qu'ils tiendraient aujourd'hui dans un stade de football. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu balayer des millions d'individus pour ne laisser qu'une poignée de passeurs de mémoire ? Ce goulot d'étranglement génétique est la preuve biologique que notre histoire a subi un arrêt cardiaque. Mais le plus étrange reste à venir. Si nous étions des sauvages luttant pour notre survie dans un monde dévasté, comment expliquer l'émergence soudaine et simultanée de l'agriculture aux 4 coins du globe ? On nous a appris que l'homme a inventé l'agriculture par nécessité. Mais la biologie nous raconte une histoire bien plus complexe et troublante. Domestiquer une plante sauvage, comme le blé, le maïs ou la pomme de terre, n'est pas un processus naturel. C'est un acte de manipulation génétique qui prend des millénaires. Prenez le maïs. Son ancêtre sauvage, la théocinthe, est une herbe minuscule dont les grains sont durs comme de la pierre et presque immangeables.
Il n'existe aucune étape intermédiaire naturelle qui pousserait un chasseur-cueilleur à passer des siècles à sélectionner cette plante pour en faire l'épi charnu que nous connaissons. Pourtant, presque au même moment, au Mexique, en Chine, au Proche-Orient et dans les Andes, des hommes qui n'avaient aucun contact entre eux ont commencé à cultiver des plantes hautement sophistiquées. C'est comme si, après une longue période d'obscurité, quelqu'un avait rallumé la lumière et distribué des semences déjà prêtes à l'emploi. Les mythes sont unanimes. Ils ne disent pas « nous avons inventé l'agriculture ». Ils disent « les dieux nous ont donné les semences ». Les Sumériens disaient que le grain était descendu du ciel. Les Égyptiens rendaient grâce à Osiris pour leur avoir appris à tracer des sillons. Pour nous, esprits rationnels du XXIe siècle, ce sont des métaphores. Mais si nous les lisons littéralement, si ces semences étaient les restes d'une banque de gènes sauvés du déluge, si l'agriculture n'était pas une découverte, mais une technologie de survie réintroduite par ceux qui possédaient encore le savoir botanique de l'ancien monde, c'est ici que le mystère de notre histoire tardive prend une dimension organique. Si vous voulez que des survivants reconstruisent une civilisation, vous ne leur donnez pas des ordinateurs ou des moteurs à vapeur. Vous leur donnez de quoi manger. L'agriculture est la base de tout impôt, de toute hiérarchie, de toute cité. En contrôlant les grains, les anciens devenus rois prêtres contrôlaient le temps et les hommes. Mais ils ont fait plus que cela. Ils ont gravé dans nos gènes une forme de nostalgie. Pourquoi sommes-nous la seule espèce sur Terre à ressentir ce besoin viscéral de construire des choses qui nous dépassent? Pourquoi ce désir d'éternité si nous ne sommes que des singes évolués? La réponse se trouve peut-être dans cette période de vide entre 12 000 et 6 000 avant notre ère. C'est durant ces millénaires de silence que s'est opérée la transformation la plus profonde de notre espèce. Nous sommes passés de l'état naturel à l'état domestique. Mais qui a domestiqué qui? En devenant dépendants du grain, nous sommes devenus dépendants du calendrier. En devenant dépendants du calendrier, nous sommes devenus les esclaves du temps linéaire. Notre histoire commence tard, parce que avant cela, nous vivions dans le temps circulaire des saisons et des étoiles. Le passage à l'histoire écrite est une chute. Nous avons quitté l'éternité du présent pour entrer dans la comptabilité du passé. Regardez la structure de nos sociétés. Elle ressemble étrangement à des colonies de fourmis dirigées par une reine invisible, le système. Ce système est né là, dans la boue fertile des vallées post-diluviennes. Ceux qui ont apporté les semences ont apporté les lois. Ils ont apporté la mesure du poids, la mesure des angles et la mesure des âmes. Nous pensons être les auteurs de notre civilisation, mais nous ne sommes peut-être que les gardiens d'un héritage dont nous avons perdu les codes d'accès. Avez-vous remarqué que toutes les plantes essentielles à notre survie aujourd'hui sont les mêmes que celles de l'époque des pharaons? En 10 000 ans, nous n'avons quasiment rien domestiqué de nouveau d'une importance majeure. Nous vivons sur les restes d'un buffet dressé il y a une éternité. Cela devrait nous faire réfléchir. Si nous étions si brillants, si notre progression était constante, pourquoi cette stagnation biologique? Pourquoi notre lien à la Terre semble-t-il s'être arrêté au moment même où notre histoire écrite a commencé? C'est parce que la révolution néolithique n'était pas un début, mais une bouée de sauvetage. Nous nous sommes accrochés à ces grains de blé comme des naufragés s'accrochent à un débris. Et parce que nous étions occupés à survivre, à labourer, à compter les sacs de récolte, nous avons cessé de regarder en arrière. Nous avons laissé la poussière recouvrir les cités de pierre de nos ancêtres. Nous avons laissé la mer engloutir les preuves de notre grandeur passée. Notre histoire commence trop tard parce que nous avons été traumatisés par la fin du monde. Et un enfant traumatisé préfère souvent oublier ses parents pour ne pas avoir à se souvenir de leur mort. Si vous voulez cacher un secret à l'échelle d'une planète entière, il n'existe pas de meilleur coffre-fort que l'océan. Les eaux couvrent 70% de la surface de la Terre et pourtant, nous connaissons mieux la topographie de la Lune ou de Mars que le relief de nos propres fonds marins. C'est ici que réside la réponse la plus brutale à notre question. Notre histoire commence trop tard parce que ces archives sont immergées. Imaginez qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, entre moins 14 000 et moins 8 000 ans, le niveau des mers n'a pas seulement monté, il a littéralement englouti les berceaux de notre civilisation.
plus de 25 millions de kilomètres carrés de terres habitables, l'équivalent de l'Amérique du Nord, ont été rayés de la carte. Pensez à l'endroit où vous vivez, ou à la ville la plus proche de chez vous. Si elle est proche d'une côte, elle n'existerait pas il y a 12 000 ans. Elle serait située à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Nos ancêtres, comme nous, étaient attirés par l'eau, pour le commerce, pour la nourriture, pour la douceur du climat côtier. Si une civilisation avancée a existé durant l'ère glaciaire, elle n'aurait pas construit ses métropoles au milieu des toundras gelées de l'Europe centrale, mais sur les rivages fertiles de ce que nous appelons aujourd'hui le plateau continental. Et ce rivage est aujourd'hui une zone de pénombre située à 100 mètres sous la surface. Depuis quelques décennies, des découvertes fortuites viennent gifler nos certitudes. Au large d'Okinawa, au Japon, dorment les structures de Yonaguni, un immense monument de grès composé de terrasses aux angles droits parfaits, de marches taillées dans la masse et de ce qui ressemble à des canaux et des visages sculptés. Les géologues orthodoxes tentent de nous convaincre qu'il s'agit d'une formation naturelle, d'une érosion capricieuse. Mais regardez ces images. La nature fait-elle des angles à 90 degrés sur des centaines de mètres? La nature crée-t-elle des chemins de ronde et des escaliers qui mènent nulle part? Si Yonaguni a été taillée par la main de l'homme, elle l'a été à une époque où le site était hors d'eau, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 ans. De l'autre côté du monde, dans le golfe de Cambay, au large de l'Inde, des sonars ont révélé les contours de 2 cités gigantesques étendues sur des kilomètres, reposant à 40 mètres de profondeur. On y a remonté des morceaux de bois carbonisés datés de 9500 ans. Ces cités, comme la légendaire Dwarka, mentionnée dans les textes sacrés indiens, n'étaient pas censées exister. Selon la chronologie officielle, l'homme de cette époque ne savait pas bâtir de villes. Pourtant, les structures sont là. Elles défient le courant, elles défient le sel, elles nous observent depuis le fond des âges. Pourquoi ne les explorons-nous davantage? Parce que l'archéologie sous-marine est coûteuse, dangereuse et surtout parce qu'elle est idéologiquement dérangeante. Admettre que ces cités sont réelles, c'est admettre que tout ce que nous avons écrit sur l'évolution des sociétés humaines est à jeter à la poubelle. C'est accepter que nous avons été civilisés bien avant d'avoir inventé l'écriture telle qu'on la connaît. C'est reconnaître que l'histoire n'est pas une flèche qui monte, mais une marée qui monte et qui descend. Imaginez le traumatisme de ceux qui ont vu l'eau monter. Ce ne fut pas toujours un déluge soudain de 40 jours comme dans la Bible. Parfois se fait une montée inexorable de quelques centimètres par an. Des générations entières ont vu leurs ports s'inonder, leurs temples s'enfoncer, leurs terres devenir des marécages salés. Ils ont dû reculer encore et encore, abandonnant derrière eux leurs bibliothèques argile, leurs monuments de pierre, leurs machines peut-être. Quand ils sont arrivés sur les hauts plateaux, ils n'étaient plus des surveillants d'un empire, ils étaient des survivants dénués de tout. Ils ont dû se battre contre les populations locales ou s'intégrer, perdant peu à peu la maîtrise de leur haute technologie pour ne garder que des légendes. C'est pour cela que notre histoire commence trop tard. Elle commence au moment où les survivants ont enfin cessé de courir. Elle commence quand l'eau s'est stabilisée, il y a environ 6000 ans. Ce que nous appelons le début de la civilisation en Mésopotamie ou en Égypte n'est en fait que le moment où nous avons recommencé à bâtir sur la terre ferme. Nous sommes les héritiers des réfugiés d'Atlantide, non pas l'île mythique d'un seul bloc, mais un monde globalisé dont l'Atlantique et tous les océans ont dévoré l'épreuve. Si vous écoutez le bruit des vagues la nuit, essayez d'imaginer ce qui se trouve à quelques kilomètres au large de nos côtes. Sous le sable mouvant, sous les algues, il y a peut-être des colonnes de marbre, des statues dont les yeux de pierre fixent l'obscurité depuis des millénaires. Nous marchons sur les sommets des montagnes d'un monde disparu. Les collines d'Angleterre, les sommets de Grèce, les hauts plateaux du Mexique étaient les terres hautes de l'âge de glace. Nous vivons sur les balcons du monde, tandis que le salon et les archives sont au fond de la piscine. Cette réalité change tout. Elle explique pourquoi les premières pyramides semblent si parfaites dès le départ. Elles étaient des copies, des tentatives de recréer une architecture qui existait déjà ailleurs, sous l'eau. Elle explique pourquoi nous avons cette peur ancestrale de l'océan, ce sentiment que des monstres ou des cités perdues hantent les deux fonds. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un souvenir. Le souvenir d'une époque où la carte du monde était vaste, où les continents étaient reliés et où l'humanité n'était pas fragmentée en petites tribus isolées, mais unie par une navigation dont nous commençons à peine à retrouver les traces.